Elle est arrivée dans cette ferme avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et une valise usée par le temps. Ce qu'elle a trouvé dans ce lieu a changé non seulement sa vie, mais aussi sa compréhension de ce que signifie avoir quelqu'un à ses côtés. Pouvez-vous imaginer arriver dans un endroit complètement étranger, détruite de l'intérieur, et rencontrer le genre d'homme que le monde voit rarement? Le genre qui porte des montagnes sur ses épaules sans rien demander en retour, qui affronte le danger comme on va chercher de l'eau au puits, qui protège sans bruit et aime en silence. Cette histoire s'est déroulée au cœur du Périgord, en mars 1935, à une époque où la parole d'un homme valait plus que de l'or. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à vous apporter plus de récits émouvants comme celui-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire de résilience et d'amour véritable. Hélène Mercier avait 22 ans lorsque la vie qu'elle connaissait s'est effondrée comme un château de cartes en pleine tempête. Fille unique d'Auguste Mercier, un négociant en vin respecté de Bordeaux, elle avait grandi avec une éducation raffinée. Leçons de piano les dimanches après-midi, classiques de la littérature française dans la bibliothèque, robes en soie. Ils n'étaient pas riches comme les grands propriétaires de châteaux, mais ils vivaient avec suffisamment de confort pour qu'Hélène ne sache jamais ce que signifiait le besoin. Sa mère, Cécile, était morte de la typhoïde quand Hélène avait 15 ans, laissant père et fille unis dans une douleur qui les avait rapprochés davantage. Auguste voyait en sa fille le prolongement de son épouse bien-aimée et investissait dans son éducation avec une tendresse presque désespérée, comme s'il pouvait la protéger du monde par le savoir. Mais le destin a des manières cruelles de nous rappeler que le contrôle n'est qu'une illusion. En janvier 1935, les répercussions de la Grande Dépression qui secouait le pays frappèrent l'entrepôt d'Auguste avec la force d'un tsunami. Dettes accumulées, créanciers impatients, traites impayées. Hélène vit son père vieillir de 10 ans en 2 semaines, les épaules voûtées sous un poids invisible, le regard perdant son éclat. Il tentait de lui cacher la gravité de la situation, souriant avec effort quand elle entrait dans le salon, changeant de sujet quand elle l'interrogeait sur les lettres recommandées qui arrivaient quotidiennement. Mais Hélène n'était pas sotte. Elle remarquait les meubles qui disparaissaient un à un, les chuchotements des domestiques, la façon dont son père évitait son regard. À l'aube du 15 février, Hélène fut réveillée par un bruit étrange venant du bureau. Elle descendit les escaliers, le cœur battant, pieds nus sur le carrelage froid. Elle trouva la porte verrouillée. Elle appela son père 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le silence qui suivit fut de ceux qui marquent l'âme à jamais. Lorsque le voisin enfonça finalement la porte, Auguste Mercier était déjà mort. La fiole de laudanum vide sur la table à côté de la lettre qui expliquait tout. Faillite complète, dette qui engloutirait jusqu'aux meubles de la maison. Une honte trop grande à affronter, et une demande de pardon à la fille qu'il aimait plus que sa propre vie. Hélène ne pleura pas à l'enterrement. Elle resta assise près du cercueil avec un visage de marbre, recevant les condoléances par de muets hochements de tête. Les larmes ne vinrent que 3 jours plus tard, quand les huissiers arrivèrent pour saisir la maison. Ce fut Madame Berthe, l'ancienne cuisinière de la famille, qui prit Hélène par les épaules et lui dit la cruelle vérité. « Ma petite, tu dois partir d'ici et trouver ton chemin. Ton père est parti, que Dieu ait son âme, mais tu es vivante, belle et éduquée. J'ai une cousine à la campagne qui connaît du monde, elle peut te trouver une place de gouvernante ou d'institutrice. Ce n'est pas ce que tu méritais, mais c'est ce qu'il y a. » Hélène accepta car il n'y avait pas d'alternative. La cousine de Madame Berthe s'appelait Josette. Elle vivait dans un petit village nommé Saint-Cyprien, au fond de la Dordogne, et connaissait tout le monde dans un rayon de 50 kilomètres. Ce fut Josette qui mentionna le domaine des Hautes-Rives. « Le propriétaire a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison, » dit Josette avec la franchise des gens de la terre. « C'est un veuf, un homme sérieux, travailleur. Il ne manquera pas de respect. Sois tranquille. »
La paix n'est pas grosse, mais il y a un toit, de la nourriture, et c'est un brave homme. Si tu sais te débrouiller, ça peut être un bon arrangement. Hélène ne posa pas plus de questions. Elle n'était pas en position de choisir. Elle rassembla les quelques vêtements que les créanciers lui avaient permis de garder, les rangea dans la valise usée qui avait appartenu à sa mère et accepta le trajet que Josette avait arrangé avec un camion de livraison qui partait dans cette direction. Le voyage dura 2 jours entiers, sur des routes de campagne chaotieuses, la poussière s'infiltrant partout, le soleil ou la pluie frappant sans pitié. Hélène voyagea parfois à l'arrière, avec des sacs de farine et des outils, le corps endolori par les secousses, l'âme encore plus meurtrie. Lorsqu'elle arriva enfin à Saint-Cyprien, par une après-midi tiède de mars, Hélène descendit du camion les jambes flageolantes et le cœur serré. Le village était petit, une place centrale avec une église romane en pierre, une boulangerie, quelques maisons aux toits de tuiles brunes. Josette l'accueillit avec une étreinte forte et un café chaud. « Demain matin, je t'emmène au domaine », dit-elle en préparant la petite chambre au fond de sa maison. « Monsieur Raphaël sait que tu viens. C'est un homme de peu de mots, mais juste. Il traite tout le monde correctement. Tu verras. » Cette nuit-là, allongée sur le matelas fin, écoutant les bruits étranges de la campagne, les chouettes, le vent dans les châtaigniers, Hélène s'autorisa à pleurer une dernière fois. Elle pleura pour le père qui avait choisi la mort plutôt que la lutte. Elle pleura pour la mère partie trop tôt. Elle pleura pour la vie qu'elle avait eue et pour l'incertitude effrayante de ce qui allait suivre. Quand le soleil se leva le lendemain matin, elle se lava le visage, attacha ses cheveux, enfila sa robe la plus simple et décida qu'elle survivrait. Elle ne savait pas comment, mais elle survivrait. Le domaine des Hautes-Rives se trouvait à 8 kilomètres du village. Un chemin que Josette et Hélène firent dans une charrette prêtée. Le matin était clair, un ciel bleu sans nuages, l'air encore frais avant la chaleur du jour. Hélène regardait le paysage changer, le village laissant place aux champs ouverts, aux vignes, puis à des bois plus denses. Josette racontait les histoires de la région, qui était qui avait épousé qui devait de l'argent à qui. Mais quand le sujet arriva sur Raphaël Delmas, sa voix changea de ton, gagnant un respect presque révérencieux. « Cet homme est différent, ma petite, » dit Josette en regardant droit devant. « Je n'en ai jamais vu de pareil. Fort comme un chêne, il travaille comme 10 hommes, mais d'une humilité qui fait plaisir à voir. Quand le vieux Christophe a failli perdre sa ferme parce que le baron de Montfort voulait la saisir, c'est Raphaël qui a affronté les hommes de main. Seul. 3 hommes armés et lui avec rien d'autre que son courage. Il les a renvoyés et a payé la dette de Christophe sans le dire à personne. On ne l'a su que parce que la femme de Christophe l'a raconté en pleurant à la sortie de la messe. Et sais-tu ce que Raphaël a dit quand on lui a posé la question? Que ce n'était rien, que n'importe qui aurait fait la même chose, n'importe qui, alors que personne d'autre n'avait eu le courage. Hélène écoutait avec une attention croissante. « Et sa femme ?» demanda-t-elle prudemment. Josette soupira profondément. « Isabelle, une femme magnifique, douce. Elle est morte il y a 4 ans, dans un accident de calèche. Une roue s'est brisée dans la descente. La voiture s'est renversée. Elle a heurté une pierre. Quand ils l'ont trouvée, c'était trop tard. C'est Raphaël qui l'a trouvée. On dit qu'il est resté 3 jours sans parler à personne, juste assis à côté de son corps avant l'enterrement. Depuis, il vit seul. Il travaille, il aide ceux qui en ont besoin, mais il ne laisse personne l'approcher vraiment. C'est comme si une partie de lui était morte avec elle. » Le portail du domaine des Hautes-Rives apparut devant elle, une structure simple en bois avec le nom gravé. La propriété s'étendait sur des collines douces, des pâturages verts où des vaches limousines broutaient tranquillement, et une maison principale, qui n'était pas un château mais avait une taille respectable, une construction solide en pierre de taille avec un toit d'ardoise. Tout était très bien entretenu, les clôtures en ordre, les outils rangés, les cultures alignées. Il était évident qu'ici vivait un homme qui connaissait le travail dur.
Josette arrêta la charrette près de la maison. Avant qu'elle ne puisse descendre, la porte latérale s'ouvrit, et madame Marthe apparut en s'essuyant les mains sur son tablier. C'était une femme d'une 60aine d'années, petite, ronde, au visage bienveillant, marqué par le temps et le soleil. « Vous voilà arrivé, Dieu merci », dit-elle avec un large sourire. « Bon voyage ?»« Entre, ma petite, tu dois être fatiguée. » Hélène descendit de la charrette, sentant ses jambes raidies par le trajet. Elle prit sa valise que Josette insista pour porter et suivit madame Marthe à l'intérieur. La maison était propre, organisée, mais elle avait cette qualité vide des lieux où personne ne vit vraiment, se contentant d'exister. De bons meubles en noyer mais sans touche personnelle, des murs sans portrait. Un silence trop lourd. Madame Marthe montra la chambre qui serait celle d'Hélène. Une petite pièce confortable à l'arrière, un lit simple, une armoire, une fenêtre donnant sur le verger. « Ton petit coin ?» dit la femme plus âgée avec gentillesse. « Monsieur Raphaël a dit que tu commences demain. Aujourd'hui, c'est pour te reposer et t'installer. »« Et où est Monsieur Raphaël ?» demanda Hélène, d'une voix qu'elle tentait de garder ferme. Madame Marthe pointa vaguement vers le fond de la propriété. « Là-bas, vers les terres basses, il répare une clôture. Il devrait rentrer pour le déjeuner, il est ponctuel comme une horloge. » Josette resta encore un peu, aida Hélène à ranger ses quelques affaires, fit ses adieux avec la promesse de revenir bientôt. Quand elle partit, Hélène se retrouva seule dans cette chambre étrange, dans cette maison étrangère, attendant un homme qu'elle ne connaissait pas et qui serait désormais son patron. Elle passa la matinée à aider madame Marthe à la cuisine, plus pour avoir quelque chose à faire que par obligation. La femme plus âgée parlait de la routine de la maison, de comment monsieur Raphaël aimait les choses, de ses horaires. « Il est simple », disait madame Marthe en épluchant des pommes de terre. « Il mange de tout, ne se plaint de rien. Il travaille depuis avant le lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. Il ne s'arrête que quand son corps ne tient plus. J'essaie de le faire se reposer, mais il est têtu. Il dit que le travail éloigne les mauvaises pensées. » Midi arriva avec la ponctualité que madame Marthe avait prédite. Hélène mettait les assiettes sur la table quand elle entendit les pas sous le porche, lourds, mais contrôlés. La porte s'ouvrit et Raphaël Delmas entra, retirant son béret, époussetant son pantalon de velours côtelé avec des gestes automatiques. La première chose qu'Hélène remarqua fut la carrure de l'homme. Grand, les épaules larges de quelqu'un qui a porté des charges toute sa vie, des bras musclés visibles même sous la chemise à manches longues. Des cheveux sombres légèrement longs, une barbe de quelques jours, la peau brûlée par le soleil. Mais ce furent ses yeux qui la prirent au dépourvu, brun foncé, profond, avec cette expression de quelqu'un qui a vu trop de douleur et a appris à tout garder à l'intérieur. Il avait le visage marqué. Ce n'était pas un homme qu'on pourrait qualifier de beau au sens classique, mais il y avait quelque chose en lui, une présence, une force contenue qui captait l'attention. Raphaël s'arrêta quand il vit Hélène. Ses yeux la parcoururent rapidement, une évaluation brève mais pas irrespectueuse, et il hocha la tête. « Vous devez être mademoiselle Hélène », dit-il d'une voix grave et posée. « Bienvenue aux Hautes-Rives. J'espère que la chambre vous convient. » Hélène répondit que oui, le remercia pour l'opportunité, gardant la voix ferme malgré la nervosité qui lui serrait l'estomac. Raphaël écouta en silence, hocha de nouveau la tête et alla se laver les mains dans la bassine près de la porte avant de s'asseoir à table. Pendant le repas, il mangea dans un silence presque complet, répondant aux questions de madame Marthe par des monosyllabes, ne regardant pas directement Hélène. Ce n'était pas exactement de la froideur, mais une distance délibérée, comme s'il tenait tout le monde à distance par sécurité. Quand il eut fini, Raphaël se leva, remercia pour le repas à voix basse et se tourna vers Hélène. « Demain, madame Marthe vous expliquera vos tâches, » dit-il sans détour. « La maison a besoin de soins, il y a du linge à repriser, l'organisation générale. Vous mangez avec nous, vous n'êtes pas une servante qu'on traite différemment. »
Ici, tout le monde travaille, tout le monde mange à la même table. Si vous avez besoin de quelque chose, parlez-en à Madame Marthe. » Il remit son béret, sortit par la porte, et était déjà en chemin vers les champs avant qu'Hélène ne puisse répondre. Madame Marthe rit doucement en voyant la tête d'Hélène. « Ne le prends pas mal, ma chérie, il est comme ça. Ce n'est pas de l'impolitesse, c'est sa nature. Depuis qu'Isabelle est morte, il a oublié comment parler aux gens. Mais c'est un homme bon, tu verras, bon comme on n'en fait plus. » Les jours suivants établirent une routine qu'Hélène absorba rapidement. Elle se levait avec le soleil, aidait Madame Marthe avec le petit déjeuner, s'occupait du nettoyage de la maison, reprisait les vêtements, organisait le cellier. Le travail était dur. Ses mains, qui n'avaient jamais fait de gros travaux, commencèrent à devenir calleuses. Son corps lui faisait mal à la fin de la journée. Mais il y avait de la dignité là-dedans. Il y avait un but. Et il y avait Raphaël, présence constante mais lointaine, un homme qui travaillait jusqu'à ce que son corps crie grâce. Hélène commença à l'observer sans qu'il s'en aperçoive. Elle voyait la façon dont il traitait les ouvriers agricoles qui travaillaient au domaine, avec respect, payant en temps et en heure, demandant des nouvelles des familles. Quand le fils de Jacques tomba malade, Raphaël fit venir le médecin de la ville et paya tout sans sourciller. Quand la clôture du voisin s'effondra lors d'un orage, Raphaël passa tout son dimanche à aider à la réparer. Et chaque fois que quelqu'un le remerciait, il détournait la conversation, changeait de sujet, agissant comme s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Un après-midi, 10 jours après l'arrivée d'Hélène, elle étendait le linge quand elle entendit des voix fortes venant de l'entrée de la propriété. C'étaient 3 hommes à cheval, des types durs avec des fusils de chasse visibles. Le chef, un homme maigre avec une fine moustache et un regard cruel, parlait fort. « Message du baron de Montfort », disait-il d'une voix chargée d'une menace mal dissimulée. « Les terres de la lisière, cette bande près de la rivière, le baron est intéressé. Il fait une offre juste, 3000 francs. » Raphaël était debout près de l'étable. Il avait arrêté de réparer la barrière quand les hommes étaient arrivés. Sa posture changea subtilement. Les épaules devinrent plus carrées, la mâchoire plus tendue, mais sa voix sortit calme comme une eau dormante. « Cette terre n'est pas à vendre. » L'homme à la moustache eut un rire sec, sans humour. « Le baron n'aime pas qu'on lui dise non. » Hélène vit Raphaël faire un pas en avant, un mouvement petit mais lourd de sens. « Alors, le baron va devoir apprendre. Maintenant, sortez de ma propriété. » Les 3 hommes échangèrent des regards. Le chef cracha par terre. « Tu vas le regretter, Delmas. » Raphaël ne répondit pas. Il resta juste là, immobile, attendant. Il y avait quelque chose en lui à ce moment-là, une quiétude dangereuse, le genre de calme qui précède la tempête. Les hommes de main durent le sentir aussi, car après quelques secondes de confrontation visuelle, ils firent tourner leurs chevaux et partirent avec des promesses de représailles flottant dans l'air. Quand ils disparurent de la vue, Hélène vit Raphaël relâcher le souffle qu'il retenait, se passer la main sur le visage. Il resta là un long moment, regardant dans la direction où les hommes étaient partis, et ce n'est qu'alors qu'il retourna à la barrière, comme si de rien n'était. Mais Hélène avait vu le courage, vu la fermeté, vu aussi la fatigue, un homme qui porte la protection de tous sur ses épaules sans répit. Ce soir-là, pendant le dîner, Hélène brisa le silence habituel. Ces hommes qui sont venus aujourd'hui, sont-ils dangereux? Raphaël leva les yeux de son assiette, surpris par la question directe. Madame Marthe se tendit. Il étudia Hélène un instant avant de répondre. Le baron de Montfort est un homme qui prend ce qu'il veut à ceux qui ne peuvent pas se défendre, dit-il d'une voix neutre. Il utilise des hommes de main pour effrayer les gens simples, mais ici, il n'entrera pas. Hélène soutint son regard. Et s'il essaie par la force? Raphaël eut un demi-sourire sans joie. Alors, il trouvera de la résistance. Ce fut Madame Marthe qui expliqua plus tard, quand Raphaël fut sorti.
Le baron de Montfort est propriétaire de terres dans la région voisine, ma chérie. Un homme riche, cruel, qui pense qu'il peut acheter ou prendre tout ce qu'il veut. Il a déjà pris les terres de 3 petits fermiers ces 2 dernières années. Il envoie ses hommes, menace la famille, rend la vie impossible jusqu'à ce que les gens vendent pour une bouchée de pain. Raphaël est le seul qui lui tient tête. Il a déjà chassé ses hommes d'ici 2 fois. Le baron n'oublie pas. Il attend l'occasion de riposter. Hélène sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Et monsieur Raphaël n'a pas peur ?» demanda-t-elle doucement. Madame Marthe secoua la tête. « Peur, il l'a. Il n'est pas fou. Mais il a quelque chose de plus fort que la peur, le sens de la justice. Il ne supporte pas de voir les gens se faire écraser par ceux qui ont le pouvoir. C'est plus fort que lui. Il a besoin de protéger, même si ça lui coûte cher. » Les jours passèrent, et Hélène se surprit à penser à Raphaël plus qu'elle ne le devrait. Ce n'était pas seulement de l'admiration pour son courage, bien que cela existât. C'étaient de petites choses qu'elle remarquait. La façon dont il avait réparé le banc cassé de la cuisine sans que personne ne le demande. Comment il avait laissé des fleurs des champs dans un vase sur la table, après qu'Hélène eut mentionné en passant qu'elle aimait les fleurs. Comment il avait huilé les gonds de la fenêtre de sa chambre qui grincèrent la nuit. Des gestes petits, sans bruit, qui disaient plus que 1000 mots. Et il y avait les moments où leurs regards se croisaient par accident. Hélène lavant la vaisselle et Raphaël entrant pour prendre de l'eau. Elle étendant le linge et lui passant pour aller au champ. De brèves secondes où les yeux se rencontraient et où quelque chose passait entre eux. Une étincelle rapide qu'aucun des deux n'osait nommer. Raphaël détournait toujours le regard le premier, comme s'il avait touché une braise, et continuait son chemin. Mais Hélène voyait la tension dans ses épaules, la façon dont sa respiration changeait subtilement. Un après-midi d'avril, un orage violent arriva sans prévenir. Hélène était seule à la maison. Madame Marthe était allée visiter sa sœur au village. Le ciel s'assombrit en quelques minutes. Le vent commença à hurler. La pluie tomba avec furie. Hélène courut pour fermer les fenêtres, rentrer le linge, mais le vent était trop fort. Un des volets se détacha, claquant contre le mur avec fracas. Elle essaya de le retenir, mais il était trop lourd. Le vent tirait avec force. Soudain, des mains fortes saisirent le volet à côté des siennes. Raphaël était là, trempé par la pluie, les cheveux collés au front, la chemise plaquée au corps. Ensemble, ils réussirent à rattacher le volet. Mais un autre se détacha de l'autre côté de la maison. Raphaël courut, Hélène derrière lui. Ils travaillèrent ensemble sous la tempête, lui tenant et l'attachant, la pluie froide les trempant jusqu'aux os. Quand ils eurent enfin tout sécurisé, ils coururent à l'intérieur. Ils restèrent dans le couloir dégoulinant d'eau, la respiration lourde, les vêtements trempés. Hélène commença à trembler, ne sachant si c'était le froid ou l'adrénaline. Raphaël le remarqua immédiatement. « Vous êtes glacé », dit-il d'une voix inquiète. « Il faut changer de vêtements, sinon vous allez tomber malade. » Et avant qu'elle ne puisse protester, il prit une couverture qui était sur le canapé et la posa sur ses épaules avec soin, ses grandes mains douces. Ses doigts effleurèrent son cou par accident quand il ajusta la couverture. Ce fut un contact d'1 seconde, rien de plus. Mais les deux se figèrent. Leurs yeux se rencontrèrent, et cette fois, ils ne se détournèrent pas. Hélène vit quelque chose se briser dans ses yeux bruns. Une défense qui tombait une fraction de seconde, laissant apparaître la vulnérabilité. Raphaël était trop près. Elle pouvait voir les gouttes de pluie sur ses cils, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une respiration trop contrôlée. Raphaël commença d'une voix rauque, mais s'arrêta. Sa main était encore sur son épaule par-dessus la couverture. « Merci pour l'aide, » finit-il par dire. « Vous n'étiez pas obligé. » Hélène secoua la tête. « Si, je l'étais. C'est ma maison maintenant aussi. » Quelque chose changea sur son visage en entendant cela. « Ma maison maintenant aussi », des mots simples qui signifiaient beaucoup. Il fit un pas en arrière, laissant tomber sa main, mais ses yeux restèrent sur elle un instant de plus avant qu'il ne se tourne. « Je vais me changer », murmura-t-il. Et il partit d'un pas trop rapide. Hélène resta là, immobile.
tremblant sous la couverture, le cœur battant la chamade. Quelque chose s'était passé dans ces secondes. Quelque chose avait changé. Et elle ne savait pas si elle était prête pour ce que cela signifiait. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Elle se retourna dans son lit, pensant à ce contact accidentel, au regard, à la façon dont Raphaël avait semblé recevoir ces mots comme un trésor. C'était de la folie de penser à lui de cette façon. Il était son patron, veuf encore en deuil, un homme qui avait clairement des murs autour de son cœur. Et elle était une jeune fille sans dot, sans famille, dépendante de sa charité. Tout sentiment au-delà de la gratitude était inapproprié, dangereux, voué à la déception. Mais le cœur écoute rarement la raison. Quand le soleil se leva, Hélène se leva déterminée à maintenir une distance professionnelle. Elle ferait son travail, serait reconnaissante pour l'opportunité, mais ne se permettrait pas de ressentir ce qu'elle commençait à ressentir. C'était un plan sensé, rationnel. Il dura exactement jusqu'au petit déjeuner, quand Raphaël entra dans la cuisine et que leurs yeux se rencontrèrent au-dessus de la table. Et Hélène sut, avec une certitude absolue qui lui serra la poitrine, qu'il était déjà trop tard. Quoi que ce fût, cela avait déjà des racines. Et arracher des racines fait toujours mal. Les jours qui suivirent furent d'un équilibre fragile, comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme qu'aucun des deux ne voulait reconnaître. Raphaël revint à son modèle de distance polie, partait avant l'aube, revenait à la tombée de la nuit, ne disait que le nécessaire. Mais Hélène percevait des différences subtiles que personne d'autre ne verrait. La façon dont il s'attardait une fraction de seconde de plus quand elle servait le café, comment ses yeux la cherchaient involontairement quand il pensait que personne ne regardait, comment sa voix devenait légèrement plus douce quand il s'adressait à elle. Et Hélène, bien qu'elle essayât de maintenir sa résolution de distance professionnelle, se surprenait à faire de même. Elle préparait le café comme il l'aimait, sans avoir besoin de demander. Elle laissait de l'eau fraîche sous le porche quand elle savait qu'il reviendrait des terres hautes, sous le soleil brûlant. Elle reprisait ses chemises avec un soin supplémentaire, des points petits et fermes qui dureraient des années. De petites attentions qui allaient au-delà de l'obligation, des murmures silencieux d'affection qu'elle n'avait pas le courage de vocaliser. Madame Marthe observait tout avec les yeux sages de celle qui a beaucoup vécu et comprend le cœur humain. Elle ne disait rien, mais souriait légèrement quand elle voyait Raphaël réparer quelque chose qu'Hélène avait mentionné être cassé. Ou quand Hélène mettait les plus beaux morceaux de viande dans son assiette sans se rendre compte qu'elle le faisait. La femme plus âgée reconnaissait les signes, la danse ancienne de deux cœurs qui se rapprochent avec la peur de se brûler. Mai arriva, apportant des matinées plus fraîches et un travail intense de préparation pour l'été. Raphaël engagea 3 ouvriers temporaires pour réparer les toits, renforcer les clôtures, stocker le bois. Le domaine des Hautes-Rives gagnait une animation inhabituelle, voix masculine, rire, travail lourd se déroulant dans tous les coins. Hélène et Madame Marthe passaient leur temps à cuisiner pour 7 personnes, un travail qui laissait les 2 femmes épuisées à la fin de la journée, mais qui apportait aussi une vie nouvelle à cette maison, qui avait respiré la solitude trop longtemps. Ce fut pendant cette période qu'Hélène apprit à mieux connaître les hommes qui travaillaient dans la région. Monsieur Jacques, un cinquantenaire avec une grande famille et un sourire facile. Antoine, un jeune homme de 20 ans plein d'énergie et de blagues. Et Pierre, un homme sérieux d'une 40aine d'années qui travaillait pour Raphaël depuis plus de 10 ans et avait une loyauté de frère. Un matin de travail, alors qu'Hélène apportait du café et du pain aux hommes qui réparaient le toit de la grange, elle entendit Pierre raconter une histoire. Antoine avait demandé pourquoi le patron était si respecté dans la région, ce qu'il avait de si spécial. Pierre arrêta le travail, s'assit sur une poutre et parla avec une révérence qui ne se feignait pas. « Je vais te dire une chose, gamin, » dit Pierre en allumant une cigarette roulée. « Il y a 3 ans, de Montfort a envoyé des hommes de main réclamer une dette au vieux Antoine.
ce fermier près de l'église, une dette qui n'existait pas, un papier falsifié, mais le vieux ne savait pas bien lire. Les hommes sont arrivés à l'heure du dîner, ont frappé le vieux devant sa famille. On dit qu'il reviendrait dans 3 jours pour prendre la ferme. La femme d'Antoine est venue en pleurant demander de l'aide au curé. Le curé est venu parler à Raphaël. Pierre tira une longue bouffée avant de continuer. Raphaël n'a rien dit, il a juste demandé à voir le papier. Il a étudié ça, a vu que c'était faux et a dit comme ça « Je vais régler ça ». Le jour où les hommes sont revenus, Raphaël était là, seul, sans armes, assis sur le porche du vieux Antoine à attendre. Ils étaient 4 armés cette fois, venus arrogants, en disant que la ferme était au baron maintenant. Raphaël s'est levé doucement et a dit que personne ne prendrait rien parce que la dette était fausse et que tout le monde ici le savait. Antoine était bouche bée. Et alors, Pierre sourit avec fierté. Alors le chef des hommes a sorti son arme. Mais avant qu'il ne la pointe, Raphaël était déjà sur lui. Je n'ai jamais vu un homme bouger aussi vite. Il a désarmé le type d'une main, a jeté l'arme au loin et a regardé les 3 autres. Quelqu'un d'autre veut essayer ? Il a demandé. Les hommes sont montés sur leurs chevaux et sont partis. Et tu sais ce que Raphaël a fait après ? Il est rentré au domaine comme s'il était allé acheter du pain. Il n'a rien raconté à personne, n'a voulu aucune reconnaissance, rien. On l'a su seulement parce que le vieux Antoine l'a raconté partout. Hélène écoutait d'où elle était, feignant d'arranger les tasses, mais prêtant attention à chaque mot. Monsieur Jacques, qui clouait des planches, ajouta sans lever la tête. Il y a plus. Quand la sécheresse a frappé fort, il y a 2 ans, 3 familles de petits fermiers mouraient de faim. Raphaël a envoyé une charrette avec des vivres pour chacune, a dit que c'était un don de l'église. Sauf que le père Thomas a laissé échapper plus tard que c'était Raphaël qui avait tout payé. Et quand on l'a questionné, tu sais ce qu'il a dit ? Qu'il avait un surplus de récolte et ne voulait pas gâcher. Surplus. Alors que tout le monde sait qu'il a vendu du bétail qu'il gardait pour acheter de nouvelles terres. Antoine secouait la tête, incrédule. Mais pourquoi il fait ça ? Pierre regarda le garçon comme on regarde un enfant qui a encore beaucoup à apprendre. Parce qu'il y a des hommes qui naissent avec le fardeau de protéger les autres, gamins. Ils ne choisissent pas, ne demandent pas, ils sont juste comme ça. Raphaël est de ce genre-là. Depuis qu'il a perdu sa femme, je crois que travailler et aider les autres, c'est ce qui l'empêche de tout abandonner. C'est ce qui donne un sens à sa vie. Les mots restèrent en écho dans la tête d'Hélène toute la journée. Un homme qui porte le fardeau de protéger les autres, qui trouvait un sens à la vie en servant, en luttant pour ceux qui ne pouvaient pas lutter pour eux-mêmes. Et soudain, elle comprit la solitude profonde qu'elle voyait dans ses yeux. Raphaël se croyait indigne de son propre bonheur, comme s'il n'avait le droit que de travailler et de saigner pour les autres, jamais de recevoir de l'attention en retour. Si vous avez aimé jusqu'ici, laissez votre like et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire d'amour véritable. Cet après-midi-là, Hélène prit une décision. Elle ne savait pas si c'était censé, si cela marcherait, si cela ne finirait pas dans la douleur. Mais elle décida qu'elle essaierait d'atteindre cet homme, de traverser les murailles qu'il avait construites, de lui montrer qu'il méritait plus qu'une existence solitaire à porter le monde sur ses épaules. Pas de manière flagrante qui l'effraierait, mais avec patience, avec soin, avec les mêmes gestes silencieux qu'il utilisait pour prendre soin de tous. Elle commença petit. Quand Raphaël rentra ce soir-là avec une vilaine coupure à la main due au fil de fer barbelé, Hélène ne se contenta pas d'apporter de l'eau et un linge propre comme le faisait toujours Madame Marthe. Elle s'assit à côté de lui à la table, prit sa grande main calleuse avec soin, nettoya la blessure avec une délicatesse qui contrastait avec la force de cette main. Raphaël se tendit, faillit retirer sa main, mais Hélène tint bon sans faire mal. « Il faut soigner ça correctement, sinon ça va s'infecter », dit-elle d'une voix calme en lavant la coupure. Raphaël ne répondit pas, mais ne retira pas non plus sa main. Il resta là, immobile, regardant vers le bas pendant qu'elle travaillait.
Hélène sentit le moment où sa respiration changea, où ses muscles se détendirent d'une fraction. Elle noua le linge propre autour de sa main, ses doigts effleurant sa peau plus que strictement nécessaire. « Voilà, dit-elle finalement, mais elle tarda à lâcher sa main. Quand elle leva les yeux, Raphaël la regardait avec une expression qui fit bondir son cœur. C'était de la gratitude, mêlée à quelque chose de plus profond, de plus dangereux, quelque chose qui ressemblait à une fin d'affection qui avait été niée trop longtemps. « Merci, dit-il d'une voix rauque. Vous n'étiez pas obligé. Je le voulais, répondit Hélène en soutenant son regard. Et tout resta suspendu à ce voulait, les couches de sens qu'aucun des deux n'avait le courage de déballer. Raphaël se leva brusquement, marmonna quelque chose à propos du travail tôt le lendemain et sortit. Mais Hélène vit la façon dont sa main bandée alla vers sa poitrine, pressa là comme s'il essayait de calmer un cœur qui s'emballe, et elle sut qu'elle l'avait atteint, ne serait-ce qu'un peu. Les jours suivants apportèrent un changement subtil, mais perceptible. Raphaël commença à rester pour le dîner au lieu de manger vite et de partir. Il commença à répondre aux questions par des phrases complètes au lieu de monosyllabes. Il commença à regarder Hélène quand elle parlait, soutenait le regard quelques secondes de plus, et il commença à sourire, de petits sourires, rares comme des sources dans le désert, mais réels. La première fois qu'Hélène fit rire Raphaël pour de vrai fut un accident. Elle essayait d'atteindre un pot de confiture sur l'étagère haute, s'étirant sur la pointe des pieds, quand la chaise qu'elle utilisait comme appui vacilla. Elle poussa un petit cri en perdant l'équilibre, mais avant de tomber, des bras forts l'attrapèrent par la taille. Raphaël la tint fermement, la reposa au sol avec soin. « Vous allez vous casser le cou un de ces jours », dit-il, mais il y avait un ton rieur caché dans sa voix. Hélène se retourna encore dans le cercle de ses bras, inconsciente, ou peut-être très consciente de la proximité. « J'allais y arriver », protesta-t-elle avec une fausse dignité. « Bien sûr que oui », répondit Raphaël, et cette fois le sourire apparut pour de vrai, transformant son visage sérieux en quelque chose de plus jeune, de plus léger. Hélène rit aussi, et un instant ils restèrent là, trop près, riant ensemble d'une bêtise, et le poids qui planait toujours sur cette maison sembla s'évaporer. Ce fut Madame Marthe qui rompit le moment en entrant dans la cuisine avec un panier d'œufs. Elle s'arrêta à la porte, regarda les deux, et sourit légèrement avant de commencer à ranger les œufs, comme si elle n'avait rien vu. Mais quand Raphaël sortit, elle donna une petite tape sur l'épaule d'Hélène. « Tu lui fais du bien ?» chuchota-t-elle. « Tu le fais revivre. » Mais toute lumière a une ombre qui attend, et l'ombre du domaine des Hautes-Rives avait un nom, Baron de Montfort. Ce fut Monsieur Jacques qui apporta la nouvelle par un matin froid de juin. Il arriva plus tôt que d'habitude, le visage inquiet, demanda à parler à Raphaël en privé. Hélène vit les deux converser près de l'étable, vit la posture de Raphaël devenir plus rigide, sa mâchoire plus serrée. Quand Jacques partit, Raphaël resta planté là un long moment, à regarder l'horizon, main dans les poches, un poids invisible descendant de nouveau sur ses épaules. Pendant le déjeuner, Pierre demanda s'il y avait un problème. Raphaël mâcha lentement avant de répondre. « De Montfort réclame de vieilles dettes à 3 familles, dit-il d'une voix contrôlée. Des dettes qui ont déjà été payées, mais il a des papiers qui disent le contraire. Il va saisir les terres si personne ne fait rien. » Pierre jura doucement. « Et tu vas faire quelque chose. » Ce n'était pas une question. Raphaël regarda son assiette. « Je vais d'abord parler au notaire et au juge, voir s'il y a un moyen légal de régler ça. » Pierre rit sans humour. « Le juge est l'ami de Montfort, tu le sais. » Raphaël hocha la tête avec lassitude. « Je sais, mais je dois essayer de la bonne manière d'abord. » Hélène vit l'inquiétude grandir en lui les jours suivants. Raphaël alla en ville, parla au juge, revint avec un visage fermé qui disait tout. Il alla rendre visite aux 3 familles menacées, revint encore plus sombre. De Montfort avait bien choisi ses victimes. C'étaient toutes de petites familles, sans ressources pour lutter, sans relations pour demander de l'aide. Elles étaient désespérées,
et prête à accepter n'importe quelle miette que le baron offrirait pour les terres qu'elles avaient cultivées toute leur vie. Une nuit particulièrement tendue, Hélène trouva Raphaël assis seul sous le porche après que tout le monde fut allé dormir. Il était dans le fauteuil à bascule qu'il n'utilisait jamais, regardant l'obscurité, une cigarette se consumant oubliée entre ses doigts. Elle faillit rentrer, faillit le laisser seul avec ses pensées, mais quelque chose la fit rester. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle doucement. Raphaël eut un petit sursaut, il ne l'avait pas remarqué. Il regarda Hélène un instant avant de faire signe vers la chaise à côté. Ils s'assirent en silence pendant des minutes qui s'étirèrent. Seuls les bruits nocturnes autour, grillons, vent dans les arbres, une vache mugissant au loin. Ce fut Raphaël qui parla le premier. « Pensez-vous qu'il existe une limite ?» demanda-t-il soudain. « À combien de fois une personne peut lutter avant de se lasser ?» La question était si inattendue, si vulnérable, qu'Hélène mit du temps à traiter. Elle regarda son profil dans la pénombre, la ligne tendue de sa mâchoire, la fatigue qu'il cachait généralement si bien. « Je pense que cela dépend de la raison pour laquelle on lutte, » répondit-elle avec soin. « Si on lutte juste parce qu'on pense qu'on doit le faire, parce qu'on l'attend de nous, alors oui, on se lasse. Mais si on lutte pour quelque chose qui compte vraiment, pour des gens qu'on aime, alors on trouve toujours la force, même quand on pense qu'on n'en a plus. » Raphaël tourna la tête pour la regarder directement. « Et si tout ce que vous aimez finit par vous être enlevé ?» demanda-t-il d'une voix basse, chargée d'une douleur ancienne. « Si chaque fois que vous vous permettez de tenir à quelqu'un, vous perdez, n'est-il pas plus facile d'arrêter de lutter, de laisser le monde continuer sans vous ?» Hélène sentit son cœur se serrer devant l'angoisse brute de ces mots. Elle comprit soudain qu'il ne parlait pas seulement des familles menacées par de Montfort. Il parlait d'Isabelle, de la perte qui avait transformé Raphaël en un homme qui protégeait tout le monde, mais ne se permettait pas d'être aimé. Il parlait des murs qu'il avait construits et de la peur qui les maintenait debout. « C'est plus facile, » convint-elle doucement. « Mais vous n'êtes pas le genre d'homme qui choisit la facilité. Vous êtes le genre qui choisit ce qui est juste, même quand cela vous coûte un morceau de vous-même. C'est pour ça que les gens, ici, vous regardent comme ils le font. Ce n'est pas pour la force de vos bras, Raphaël. C'est pour la force de votre cœur. » Il resta très calme. « Mon cœur est brisé, Hélène, brisé depuis longtemps. » Elle tendit la main sans réfléchir, posa la sienne sur celle de Raphaël, qui reposait sur la coudoir. « Une chose brisée peut être réparée, » chuchota-t-elle. « Il faut juste quelqu'un avec assez de patience pour recoller les morceaux. » Ses doigts se tournèrent sous sa main, s'entrelacèrent avec les siens, avec une pression douce. Ils restèrent ainsi, main dans l'obscurité, tandis que quelque chose de fondamental changeait entre eux. Ils n'étaient plus seulement patrons et employés, ils n'étaient plus seulement deux personnes solitaires sous le même toit. C'étaient deux âmes reconnaissant l'une dans l'autre la possibilité de guérison, de recommencement, de peut-être aimer à nouveau malgré toute la peur. « Merci, » dit finalement Raphaël, la voix épaisse d'émotion, « de ne pas m'abandonner. » Hélène serra sa main. « Je n'abandonnerai jamais, » promit-elle. Et elle savait que c'était vrai, savait qu'elle avait déjà donné son cœur à cet homme, qu'il fût prêt à le recevoir ou non. La semaine suivante apporta une escalade inévitable. Les hommes de main de Montfort revinrent, cette fois à la propriété du père Christophe, un vieux fermier qui vivait seul depuis la mort de sa femme. Ils arrivèrent de nuit, cassèrent des fenêtres, tuèrent des poules, laissèrent un message clair, signe le transfert ou ce sera pire. Le vieux apparut au domaine des Hautes-Rives le lendemain matin, tremblant de peur et de honte, demandant si Raphaël pouvait faire quelque chose. Raphaël devint blanc de rage, contenu en entendant l'histoire. Il assura au vieil homme qu'il resterait au domaine jusqu'à ce que ce soit réglé, demanda à Pierre de l'emmener dans la chambre d'amis. Puis, il prit son cheval et partit. Hélène essaya de demander où il allait, mais Madame Marthe lui retint le bras. « Laisse-le, ma chérie. Il doit faire ce qu'il a à faire. » Raphaël revint en fin d'après-midi avec le visage fermé et du sang sur les jointures.
Il ne dit rien, alla directement se laver les mains. Ce fut Pierre qui raconta plus tard, d'une voix mêlée d'admiration et d'inquiétude. Raphaël est allé directement à la propriété de Montfort, est entré au milieu des hommes de main, et a demandé à parler au baron. Quand de Montfort est apparu, Raphaël a dit devant tout le monde que les familles étaient sous sa protection maintenant, que quiconque les toucherait devrait d'abord lui passer sur le corps. Et le baron demanda Hélène, le cœur battant. Pierre fit la grimace. Il a dit que Raphaël creusait sa propre tombe, qu'il allait regretter. Mais Raphaël n'a pas reculé. Il est resté là, planté, ferme, jusqu'à ce que de Montfort rentre, et quand un des hommes a essayé de le pousser à la sortie, Raphaël s'est retourné et lui a cassé le nez d'un coup de poing. Juste un. Puis il est monté sur son cheval et est rentré. Hélène trouva Raphaël dans l'écurie plus tard, s'occupant de son cheval. Il était tendu, ses mouvements plus brusques que la normale. « Vous êtes blessé ?» demanda-t-elle en voyant les jointures enflées. « Ce n'est rien, » répondit-il sans regarder. Hélène n'accepta pas ça. « Vous êtes venu ici pour me faire un sermon sur la prudence ?» demanda-t-il d'un ton sec, qui était une défense, pas une vraie colère. « Non, » dit Hélène fermement. « Je suis venu savoir si vous allez bien, parce que je sais que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Mais je sais aussi que ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Pas physiquement, mais ici. » Et elle toucha légèrement sa poitrine, sur le cœur. Raphaël la regarda enfin, et il y avait une douleur brute dans ses yeux. « Je ne sais pas faire autrement, Hélène. Je ne sais pas laisser les gens souffrir quand je peux faire quelque chose. Mais je suis fatigué, fatigué de lutter seul, fatigué de tout porter, fatigué de... » Il s'arrêta, mordant les mots qui faillirent sortir. « Fatigué de quoi ?» encouragea-t-elle doucement. Il secoua la tête. « Laissez tomber !» Mais Hélène fit un pas de plus, le força à la regarder. « Fatigué de quoi, Raphaël ?» Il prit une profonde inspiration, tremblante. « Fatigué d'être seul !» confessa-t-il enfin, la voix brisée. « Fatigué de n'avoir personne vers qui revenir à la fin de la journée. Personne qui se soucie de savoir si je rentre ou non. »« Je me soucie, » dit Hélène immédiatement, intensément. « Je me soucie si vous rentrez. Je me soucie si vous êtes blessé. Je me soucie si vous êtes fatigué ou triste ou effrayé. Je me soucie de vous, Raphaël, bien plus que je ne le devrais. » Le silence qui suivit fut chargé de tout ce qui n'était pas dit. Raphaël la regardait comme un homme perdu dans le désert regarde l'eau. « Hélène, je... » commença-t-il, mais elle secoua la tête. « Vous n'avez rien à dire maintenant. Vous avez juste besoin de savoir que vous n'êtes pas seul. Plus maintenant. » Et alors, elle fit quelque chose d'audacieux, quelque chose qui pourrait tout changer. Elle se hissa sur la pointe des pieds et embrassa sa joue, léger, chaste, mais chargé de promesses. Quand elle recula, elle vit une larme unique couler sur son visage. Raphaël ferma les yeux, respira en tremblant, et quand il les rouvrit, il y avait là une reddition. Reddition à l'inévitable, au sentiment qui grandissait malgré toute résistance. Il leva la main, toucha son visage avec un soin révérencieux, comme quelqu'un qui touche quelque chose de précieux qui peut se briser. Hélène couvrit sa main de la sienne, tourna le visage pour embrasser la paume calleuse. Et là, dans l'écurie, avec l'odeur du foin et du cuir, dans le silence brisé seulement par des respirations accélérées, deux cœurs commencèrent enfin à battre au même rythme. Mais le monde ne s'arrête pas pour un amour naissant, et la tempête ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, dans l'aube froide, des cris réveillèrent la maison. Hélène sauta du lit, le cœur battant, courut dehors. Le ciel à l'est était trop orange, trop brillant. Le feu. La propriété du père Christophe était en flammes. Raphaël était déjà à cheval, criant des ordres. « Pierre, Jacques, prenez des seaux. Antoine, réveille tout le monde. » Hélène, sans réfléchir 2 fois, courut à l'intérieur, troqua sa chemise de nuit pour une robe, et quand Raphaël partit au galop suivi par les hommes, elle monta dans la charrette que madame Marthe préparait avec des linges et de l'eau.
La scène qu'ils trouvèrent était dévastatrice. La petite maison du vieux Christophe brûlait férocement, les flammes léchant le ciel, une chaleur intense même à des mètres de distance. Le vieil homme était dehors à genoux, pleurant, tandis que les voisins tentaient de sauver ce qu'ils pouvaient. Raphaël descendit de cheval en mouvement, commença à organiser une chaîne de sauts, criait des instructions d'une voix qui coupait à travers la panique. Hélène travailla aux côtés des hommes, passant des seaux, mouillant des linges, aidant à sortir des objets de la maison avant que les flammes ne consument tout. La fumée brûlait les yeux, les cendres tombaient comme une neige sale, la chaleur était presque insupportable. Mais personne ne s'arrêta. Ils luttèrent pendant des heures, jusqu'à ce que le feu cède enfin, ne laissant que des ruines fumantes et la perte. Quand le soleil se leva, il révéla la destruction complète. La maison était détruite, la grange effondrée, les animaux morts ou enfuis. Le vieux Christophe était sous le choc, regardant les décombres de ce qui avait été sa vie. Et sur la barrière, clouée sur un poteau, il y avait un message qui fit glacer le sang de tous. « Le prochain, c'est toi, Delmas !» Raphaël arracha le papier, le froissa dans sa main avec une force qui fit blanchir ses jointures. Hélène vit la transformation en lui, la colère froide remplaçant la fatigue, la détermination dure remplaçant le doute. De Montfort avait franchi une ligne qui ne pouvait être refranchie. « Emmenez Christophe au domaine », dit Raphaël à Pierre d'une voix d'acier. « Il reste avec nous maintenant », Pierre hocha la tête. « Et toi ?» Raphaël regarda les ruines, puis les gens autour, des familles simples effrayées, des gens bons qui méritaient de vivre en paix. « Je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, » répondit-il. « Je vais en finir avec ça. » Hélène lui saisit le bras. Raphaël, non, pas seul. Il la regarda, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la détermination, c'était un but. « Je ne le laisserai pas détruire plus de vie, Hélène. Je ne le ferai pas, même si ça me coûte la mienne. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une menace et une promesse. Et Hélène sut que le moment qu'elle avait toujours su venir était arrivé, le moment où l'homme qu'elle aimait devrait choisir entre la sécurité et la justice. Et connaissant Raphaël comme elle le connaissait, elle savait exactement quel choix il ferait. La guerre était déclarée, et il n'y aurait pas de retour en arrière. La nouvelle de l'incendie de la propriété du père Christophe se répandit dans la région comme une traînée de poudre. À la fin de la journée, le domaine des Hautes-Rives était devenu un point de rencontre improbable. Fermiers inquiets, familles menacées, gens simples qui ne savaient plus où chercher protection. Madame Marthe cuisinait sans arrêt, Hélène aidait à loger les gens où elle pouvait, et Raphaël recevait chacun avec une patience qui cachait la fureur bouillonnant en dessous. Le vieux Christophe était installé dans la chambre d'amis, encore sous le choc, répétant la même histoire de comment il s'était réveillé avec l'odeur de la fumée. Comment il avait essayé de sauver quelque chose, mais le feu était déjà trop grand. Pierre avait chevauché jusqu'aux 2 autres propriétés menacées, offert un abri temporaire, était revenu avec la nouvelle que les familles étaient terrifiées mais en sécurité pour le moment. À la tombée de la nuit, quand tous furent enfin installés, Raphaël se réunit avec Pierre, Jacques et Antoine dans l'écurie. Hélène, qui apportait du café aux hommes, arriva à temps pour entendre la conversation. Elle resta figée à la porte, plateau en main, écoutant. « Nous devons aller voir de Montfort, » disait Pierre d'une voix dure. « On ne peut pas attendre qu'il attaque encore. On y va, en nombre, on montre qu'on n'est pas seul. » Jacques approuva en hochant la tête. « Je connais 5 autres hommes qui viendraient. Des gens qui ont déjà été aidés par monsieur Raphaël, qui doivent une faveur. » Raphaël était adossé au mur, bras croisés, expression fermée. « Non, dit-il fermement. Je ne demanderai à personne de risquer sa vie pour ça. »« Ça suffit avec moi !» Pierre frappa la table de la main. « Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour nous tous. De Montfort ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui c'était Christophe, demain c'est moi, après c'est Jacques. Il veut montrer qu'il peut faire ce qu'il veut et que personne ne l'empêchera. »
C'est exactement pour ça que je dois y aller seul, répondit Raphaël. Si j'emmène du monde, ça devient une guerre ouverte. Des gens meurent à la guerre. Des innocents meurent. Mais si j'y vais seul, la question reste entre lui et moi, personnelle. Antoine, le plus jeune, demanda d'une voix incertaine. « Et s'il te tue, patron ?» Le silence qui suivit fut lourd. Ce fut Hélène qui le brisa, entrant dans l'écurie d'un pas déterminé. « Alors assurons-nous que cela n'arrive pas, » dit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne se sentait. Les 4 hommes se retournèrent surpris. Raphaël se redressa. « Hélène, ce n'est pas... » « Ne me dites pas que ce ne sont pas mes affaires, » l'interrompit-elle, en posant le plateau sur la table avec plus de force que nécessaire. « Tout ce qui se passe dans ce domaine est mon affaire maintenant, et je ne resterai pas là pendant que vous prévoyez d'aller seul affronter un homme qui a 6 hommes de main armés et aucun scrupule. » Raphaël fit un pas vers elle, la voix baissant vers un ton presque doux. « Hélène, j'apprécie l'inquiétude, mais c'est dangereux. Je ne peux pas vous mettre en danger. » Elle leva le menton. « Vous pensez que je ne suis pas déjà en danger? Que le message sur la clôture n'était pas une menace pour nous tous? Vous pensez que si quelque chose vous arrive, de Montfort va simplement partir et laisser les autres en paix? » La logique était irréfutable, et tous le savaient. Raphaël passa la main dans ses cheveux avec frustration. « Qu'est-ce que vous suggérez alors ?» Hélène prit une profonde inspiration. « Je suggère que vous n'y alliez pas seul, mais que vous n'emmeniez pas non plus une armée. Emmenez des témoins, des gens qui peuvent confirmer ce qui a été dit, ce qui s'est passé. Le curé Thomas, le chef des gendarmes, peut-être même le maire si nous arrivons à le convaincre de faire son travail correctement. » Pierre hocha lentement la tête. « Elle a raison. Si tu confrontes de Montfort avec des autorités présentes, il ne peut pas simplement te tuer sans conséquence. Il doit au moins feindre la civilité, » Jacques ajouta. « Et si tu arrives à le faire avouer devant ces gens qu'il utilise des méthodes illégales, qu'il a falsifié des documents, qu'il a fait incendier une propriété, ça devient une affaire criminelle, pas seulement une dispute entre particuliers, » compléta Raphaël, comprenant où il voulait en venir. « Mais le maire est son ami. Il ne voudra pas se mettre à dos le baron. » Hélène s'approcha. « Peut-être qu'il le voudra si l'histoire arrive aux journaux, si ça devient un scandale public, un homme riche et puissant utilisant la violence contre des familles pauvres. Mon père travaillait avec l'éditeur du journal de Bordeaux. Je peux écrire une lettre, expliquer la situation. » Raphaël la regarda avec une expression mêlée d'admiration et de peur. « Vous avez pensé à tout. » Hélène soutint son regard. « J'ai pensé à ne pas vous perdre. Le reste est venu avec. » La déclaration brute, dite devant tous, fit s'arrêter le temps quelques secondes. Les autres hommes échangèrent des regards discrets. Raphaël ouvrit la bouche, la referma, dit finalement « Nous devons parler, en privé. » Pierre se leva immédiatement. « Je crois qu'il est l'heure de la ronde, n'est-ce pas, Jacques? Antoine, viens aider. » Les 3 sortirent avec une hâte peu dissimulée, laissant Raphaël et Hélène seuls dans l'écurie, éclairés seulement par une lampe à huile suspendue au plafond. Raphaël marcha vers elle lentement, s'arrêta si près qu'Hélène dut lever le menton pour maintenir le contact visuel. « Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça, » dit-il d'une voix rauque. « Vous ne pouvez pas parler de me perdre comme si ça importait de cette façon. »« Pourquoi je ne peux pas ?» demanda-t-elle en chuchotant. « Parce que ça vous met en danger, » répondit-il. « Parce que ça me donne envie de vous protéger plus que je ne le veux déjà. Parce que ça me fait penser à des choses que je ne peux pas avoir. »« Pourquoi vous ne pouvez pas ?» insista Hélène, en posant la main sur sa poitrine, sentant le cœur accélérer sous sa paume. « Parce que j'ai perdu tout ce que j'ai aimé, » dit-il avec une douleur ancienne déchirant les mots. « Parce que j'ai peur que si je vous aime, le destin va vous arracher à moi aussi. Parce que je ne mérite pas d'avoir à nouveau ce que j'ai déjà eu et perdu. » Hélène sentit des larmes brûler, mais ne les laissa pas tomber. « Vous n'avez rien perdu par votre faute. Vous avez aimé votre femme, et elle vous a été enlevée par un accident cruel.
Ce n'était pas de votre faute, et m'aimer ne fera pas que le destin m'arrache à vous. Ça me rendra plus forte, ça vous rendra plus fort. L'amour n'est pas une faiblesse, Raphaël, c'est la seule force réelle qui existe. Il ferma les yeux, sa respiration tremblante. Quand il les rouvrit, il y avait là une reddition. Hélène, je ne sais pas comment faire ça à nouveau. Je ne sais pas comment ouvrir mon cœur et avoir confiance qu'il ne sera pas détruit. Alors allons-y doucement, offrit-elle. Pas besoin de promettre l'éternité maintenant. Juste besoin de promettre que vous ne me repousserez pas. Que vous me laisserez rester à vos côtés, quoi qu'il arrive. Raphaël leva la main, écarta une mèche de cheveux de son visage avec un toucher si doux que d'autres larmes menacèrent. Vous méritez plus qu'un homme brisé qui cherche des noix à un baron dangereux, dit-il avec un demi-sourire triste. Je mérite un homme qui se bat pour ce qui est juste même quand ça lui coûte tout, corrigea-t-elle. Je vous mérite. Et alors, Raphaël Delmas, l'homme qui s'était refusé toute affection pendant 4 ans, qui avait construit des murailles autour de son cœur et juré de ne plus jamais prendre de risques, fit la seule chose qui avait du sens. Il baissa la tête et embrassa Hélène, avec une tendresse qui contrastait avec la force de son corps, avec une révérence qui parlait d'une valeur précieuse, avec la promesse silencieuse que peut-être, juste peut-être, il pourrait apprendre à aimer de nouveau. Le baiser fut doux, chaste, mais chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Quand ils se séparèrent, tous deux tremblaient. Raphaël appuya son front contre le sien, les yeux fermés. « S'il m'arrive quelque chose, commença-t-il, mais elle posa ses doigts sur ses lèvres. « Rien ne va arriver, parce que vous n'y allez pas seul, et parce que je vais prier chaque seconde jusqu'à ce que vous reveniez. Et alors vous reviendrez, et nous découvrirons ensemble comment réparer les cœurs brisés. » Il rit, un son bas et rauque qui était plus de l'émotion que de la joie. « Comment êtes-vous devenue si forte, petite ?» Hélène sourit à travers ses larmes. « J'ai appris avec vous. » Les jours suivants furent une préparation minutieuse. Hélène écrivit une lettre détaillée à l'éditeur du journal de Bordeaux, expliqua la situation, annexa des témoignages écrits des familles menacées. Raphaël alla en ville, parla longuement avec le père Thomas, qui accepta immédiatement d'aider. Le prêtre alla ensuite voir le maire et le chef des gendarmes, mettant une pression morale, rappelant que des yeux plus grands observaient et que la justice devait être faite ou il y aurait scandale. Le chef des gendarmes, un homme faible qui évitait généralement la confrontation avec les puissants, fut plus difficile à convaincre. Mais quand Pierre mentionna que l'histoire allait déjà vers un grand journal et que tout le monde voudrait savoir pourquoi la loi n'avait rien fait, il accepta enfin d'être présent. Une rencontre fut fixée à la propriété du baron de Montfort pour 3 jours plus tard. Réunion officielle, témoins présents, pour discuter des accusations de falsification de documents et d'intimidation violente. Le message fut délivré formellement par le gendarme, qui revint en disant que le baron avait accepté avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. La veille de la confrontation, Hélène put à peine manger. Elle remuait la nourriture dans son assiette, l'estomac noué par la nervosité. Raphaël aussi était silencieux, la tension visible dans ses épaules, dans sa mâchoire serrée. Quand le dîner fut terminé et que madame Marthe se fut retirée, les deux restèrent seuls dans la cuisine. « J'ai peur, » confessa Hélène à voix basse. « Je sais que vous êtes fort, je sais que vous n'êtes pas seul, mais j'ai peur quand même. » Raphaël vint vers elle, tira la chaise, s'assit et la prit sur ses genoux avec gentillesse. Hélène se blottit contre sa large poitrine, écouta son cœur battre fort et ferme. « Moi aussi, » admit-il en embrassant le sommet de sa tête. Ce serait idiot de ne pas l'être, mais j'ai plus peur de ce qui arrive si je ne fais rien. Je ne peux pas vivre dans un monde où des hommes comme de Montfort font ce qu'ils veulent et personne ne se lève. Et maintenant, j'ai une raison encore plus grande de lutter. » Il inclina son visage vers le haut, les yeux intenses. « Je vous ai, vous. J'ai un avenir que je veux construire, et je ne le laisserai pas me prendre ça. Promettez que vous revenez, » chuchota Hélène. « Promettez. »
Je promets, dit Raphaël contre ses lèvres, avant de l'embrasser à nouveau plus profondément cette fois, scellant la promesse avec tout ce qu'il avait. Le matin arriva froid et clair. Raphaël s'habilla avec soin, chemise propre, bon pantalon, bottes cirées. Il n'y allait pas comme un ouvrier, il y allait comme un propriétaire, comme un homme respecté. Pierre, Jacques et Antoine s'habillèrent aussi. Ils iraient ensemble jusqu'à l'entrée de la propriété de Montfort, attendraient au cas où il serait nécessaire. Le père Thomas arriva tôt, soutane noire, impeccable, expression sérieuse. Le chef des gendarmes apparut quelques minutes plus tard, nerveux mais présent. Le maire fut le dernier, arriva avec une réticence évidente. Hélène aida Raphaël à ajuster son gilet, les mains tremblant légèrement. Il tint ses mains, embrassa ses doigts, un par un. « Je reviens vite », promit-il, « et quand je reviendrai, nous devons parler d'avenir, de notre avenir. » Son cœur bondit. « Notre avenir !» Raphaël sourit, un petit sourire, mais réel. « Vous pensez qu'après tout ça, je vais vous laisser partir? Vous êtes à moi maintenant, Hélène Mercier, si vous acceptez un homme têtu avec un passé compliqué et une tendance à chercher des ennuis. »« J'accepte, » dit-elle à travers des larmes heureuses. « J'accepte tout de vous. » Il l'embrassa une fois de plus, longuement et doucement, puis monta à cheval et partit suivi par les autres. Hélène resta sous le porche avec Madame Marthe, les deux femmes regardant les hommes disparaître sur la route. « Il revient, » dit Madame Marthe avec conviction. « Cet homme a encore beaucoup à vivre. Il a de l'amour qui l'attend. Il ne va pas gâcher ça. » Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Hélène. Elle essaya de travailler, essaya de se distraire, mais tout ce qu'elle réussissait à faire était de prier et de regarder la route. Madame Marthe récitait le chapelet à voix basse, les doigts courant sur les grains usés. Le soleil montait dans le ciel, midi passa, l'après-midi commença à tomber, et alors, quand le soleil commençait déjà à descendre, des cavaliers apparurent sur la route. Hélène courut vers le porche, le cœur dans la gorge, ne réussit à respirer que quand elle vit Raphaël devant, entier, vivant. Elle dévala les marches en courant, et quand il mit pied à terre, elle se jeta dans ses bras avec une force qui faillit les faire tomber. « Vous allez bien » répétait-elle contre sa poitrine. « Vous allez bien » Raphaël la tint serrée, le visage enfoui dans ses cheveux. « Oui » murmura-t-il. « Je vais bien, c'est fini. » Pierre, qui descendait derrière, souriait largement. « Vous auriez dû voir ça, mademoiselle Hélène. Le patron a été magnifique. » Le père Thomas souriait aussi. Ce fut une confrontation digne d'être inscrite dans les livres. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et activez la cloche pour ne rien manquer. À l'intérieur, pendant que Madame Marthe servait café et nourriture, l'histoire fut racontée. Raphaël commença, la voix calme, mais il y avait de la satisfaction en dessous. Quand nous sommes arrivés, de Montfort attendait avec ses 6 hommes de main autour. Il pensait qu'il allait nous intimider. Mais quand il a vu le prêtre, le gendarme et le maire, sa tête a changé. Le père Thomas continua. J'ai commencé à parler des accusations, documents falsifiés, intimidation. De Montfort a tout nié, bien sûr. Il a dit que les dettes étaient légitimes, qu'il n'avait jamais envoyé personne menacer qui que ce soit. C'est là que Raphaël a sorti le papier qui était cloué sur la clôture de Christophe. Raphaël hocha la tête. J'ai montré le message, j'ai montré l'écriture. J'ai demandé aux gendarmes de comparer avec d'autres documents de Montfort. L'écriture était identique. L'homme avait écrit sa propre menace, trop arrogant pour se donner la peine de déguiser. Le gendarme n'a pas eu le choix, il a dû reconnaître. « Et le maire ?» demanda Hélène anxieuse. Raphaël fit la grimace. Le maire a essayé de minimiser, a dit que c'était juste un malentendu entre voisins. Mais alors le père a rappelé, devant tout le monde, la lettre qui était déjà partie pour le journal. Comment l'histoire allait devenir publique, comment les supérieurs du maire allaient vouloir savoir pourquoi il n'avait pas agi. Pierre frappa la table avec satisfaction. Le vieux est devenu rouge, il a commencé à suer. Il a finalement dit qu'il allait enquêter sur les accusations formellement.
que les documents de dette devaient être vérifiés, que jusqu'à nouvel ordre, aucune propriété ne pouvait être touchée. De Montfort a failli avoir une attaque. Mais la meilleure partie, ajouta Jacques avec un rire, c'est quand le patron a regardé droit dans les yeux de Montfort et a dit que si quelque chose arrivait à n'importe quelle personne de la région, à n'importe quelle propriété, le premier endroit que le gendarme devrait enquêter serait son château, que maintenant il y avait des témoins, il y avait de la documentation, il y avait des yeux qui observaient, le baron était en liberté conditionnelle morale. Raphaël secoua la tête. « Je ne me fais pas d'illusion qu'il soit devenu un saint. Les hommes comme lui ne changent pas. Mais maintenant, il est lié. Il sait qu'il ne peut pas agir ouvertement, sans conséquence. Il va devoir chercher d'autres victimes ailleurs, où il n'y a personne pour s'opposer. » Hélène serra sa main sur la table. « Vous avez sauvé ces familles. Vous avez sauvé Christophe, les autres. Vous avez sauvé tout le monde. Nous avons sauvé. » corrigea Raphaël en la regardant profondément. C'était votre idée d'impliquer les autorités, de menacer d'exposition publique. J'y serais allé seul, j'aurais probablement fini mort ou en prison. Vous m'avez sauvé de moi-même. Le reste de la soirée fut une célébration mesurée. Le vieux Christophe pleura de soulagement quand il apprit qu'il pouvait reconstruire en paix. Les autres familles furent prévenues, arrivèrent pour remercier avec des étreintes et des larmes. Le domaine des Hautes-Rives, qui avait si longtemps respiré la solitude, était plein de vie, d'espoir, de communauté. Quand tout le monde fut enfin parti et que la maison revint au silence, Raphaël chercha Hélène. Elle était sous le porche, regardant les étoiles, enveloppée dans un châle contre le froid de la nuit. Il s'approcha par derrière, passa ses bras autour d'elle, et les deux restèrent ainsi dans un silence confortable. « J'ai épousé Isabelle quand j'avais 23 ans, dit Raphaël soudainement, la voix basse. Elle était la fille du voisin, nous avons grandi ensemble. C'était un bon mariage, tranquille. On s'aimait bien, il y avait du respect, on a construit une vie ensemble. Quand elle est morte, j'ai cru que j'étais mort avec elle. J'ai passé 4 ans à exister seulement, pas à vivre. » Hélène écoutait sans interrompre, sentant l'importance de ce moment. « Et puis vous êtes arrivée, continua-t-il, jeune femme effrayée avec une valise usée, essayant d'être forte alors qu'elle était en morceaux à l'intérieur. Et quelque chose en moi a reconnu quelque chose en vous. La douleur appelant la douleur, peut-être, ou l'âme appelant l'âme. » Il la tourna dans ses bras pour qu'ils soient en face à face. « Je vous aime, Hélène. Pas de la même manière que j'ai aimé Isabelle, parce que vous n'êtes pas elle, et je ne suis plus qui j'étais. Mais je vous aime comme je suis maintenant, comme vous m'avez fait redevenir. Je vous aime avec tout ce qui restait de moi, et tout ce que vous avez aidé à renaître. » Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. « Je vous aime aussi. Je vous ai aimé depuis le moment où je vous ai vu prendre soin de tout le monde, sauf de vous-même. J'ai aimé votre force, votre bonté, votre cœur énorme que vous essayez de cacher. J'ai aimé l'homme que vous êtes, brisé et réparé, et magnifique quand même. » Raphaël sortit quelque chose de sa poche. C'était une bague simple en or, usée mais bien entretenue. « C'était à ma grand-mère, expliqua-t-il, la seule chose de valeur que j'ai gardée. Je voulais la donner à Isabelle, mais elle est morte avant que je ne puisse. Je l'ai gardée toutes ces années sans savoir pourquoi. Maintenant je sais. Elle vous attendait. » Il s'agenouilla là, même sous le porche. Un homme grand et fort à genoux devant une jeune femme qui faisait moins de la moitié de sa taille, mais qui dominait son cœur complètement. « Hélène Mercier, voulez-vous m'épouser ? Me laissez-vous passer le reste de ma vie à vous aimer, à vous protéger, à construire un avenir à vos côtés ? » « Oui, » sanglota-t-elle. « Oui, oui, 1000 fois, oui. » Il glissa la bague à son doigt. Elle allait parfaitement comme si elle avait été faite pour elle. Alors il se leva et l'embrassa sous les étoiles, scellant une promesse de recommencement, d'amour qui naît des cendres, de 2 cœurs brisés qui ont appris à battre ensemble. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard, dans la petite église de Saint-Cyprien. Hélène portait une robe simple en mousseline blanche que Madame Marthe avait aidé à coudre, des fleurs des champs dans les cheveux.
Raphaël était impeccable dans un costume sombre qu'il avait fait faire spécialement, nerveux comme un gamin mais souriant comme il n'avait pas souri depuis des années. L'église était pleine. Le vieux Christophe au premier rang, ému. Les familles que Raphaël avait protégées, les travailleurs du domaine, les voisins, les connaissances, des gens simples venus célébrer l'union de deux êtres qui méritaient le bonheur après tant de douleurs. Le père Thomas conduisit la cérémonie avec une joie évidente, la voix ferme quand il les déclara mari et femme. Quand Raphaël embrassa la mariée, l'église explosa en applaudissements. Et pour la première fois depuis longtemps, les larmes qui coulèrent sur son visage étaient de pure joie. La vie au domaine des Hautes-Rives changea après cela. C'était toujours un travail dur. Il y avait toujours des défis. Mais maintenant il y avait de l'amour, remplissant les espaces vides. Hélène devint plus qu'une épouse. Elle devint une véritable partenaire. Elle aidait avec les comptes, donnait son avis sur les cultures, s'occupait des travailleurs quand ils tombaient malades. Et Raphaël, l'homme qui avait oublié comment sourire, riait maintenant, riait aux blagues pendant le dîner, riait quand Hélène essayait d'aider aux travaux de la ferme et faisait des bêtises, riait parce qu'il était heureux et n'avait plus peur de l'admettre. Le baron de Montfort, vérité soit dite, ne disparut pas complètement. Mais il garda ses distances, focalisa ses ambitions ailleurs. L'exposition publique et la vigilance constante l'avaient rendu prudent. Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était suffisant. Les familles de la région pouvaient dormir en paix, sachant qu'elles avaient un protecteur, qu'elles avaient une voix. La communauté commença à se renforcer. Inspirés par l'exemple de Raphaël, d'autres commencèrent à s'unir, à se protéger mutuellement. Ils créèrent une coopérative informelle où ils partageaient les ressources, s'aidaient les uns les autres. Ce qui avait commencé comme la lutte d'un homme seul se transforma en un mouvement communautaire de résistance et de solidarité. Et le domaine des Hautes-Rives en devint le symbole. La maison qui respirait auparavant le deuil respirait maintenant la vie. Madame Marthe reçut une aide supplémentaire quand Hélène commença à apprendre à lire à quelques femmes de la région de petites leçons dans la cuisine qui devinrent une tradition hebdomadaire. Raphaël, de son côté, commença à enseigner des techniques de culture aux petits fermiers, partageant ses connaissances au lieu de les garder. 8 ans plus tard, Hélène était sous le porche de la maison, maintenant agrandie, avec une chambre supplémentaire et un plus grand salon. Elle se balançait doucement dans la chaise, la main reposant sur son ventre arrondi de 7 mois. C'était la 3e grossesse, et comme les 2 autres, elle se passait bien. Des voix d'enfants venaient du verger. Michel, 6 ans, les cheveux sombres de son père et les yeux curieux de sa mère, poursuivait les poules avec un grand rire. Claire, 4 ans, ainsi nommée en l'honneur de la mère d'Hélène. Cécile, mais adaptée pour le contexte, cueillait des fleurs avec une concentration sérieuse. Les 2 enfants avaient rempli la maison de joie, de désordre, de vie. Raphaël arrivait du champ, portant Michel sur ses épaules tandis que Claire s'accrochait à sa jambe. Ses cheveux étaient plus gris maintenant, les lignes autour des yeux plus profondes, mais il y avait une légèreté en lui qui n'existait pas avant. La légèreté d'un homme en paix avec lui-même, avec ses choix, avec sa vie. Il posa les enfants par terre, leur dit d'aller se laver les mains pour le dîner et monta sur le porche. Il embrassa Hélène longuement et doucement, sa grande main reposant sur son ventre, sentant le bébé donner des coups. « Comment vont mes 3 amours » murmura-t-il. « Fort » répondit-elle en souriant, impatient de rencontrer leur père. Raphaël s'assit sur la chaise à côté et la tira plus près. « Parfois, je n'y crois toujours pas » confessa-t-il en regardant les enfants jouer dans la cour. Il y a 8 ans, j'étais mort de l'intérieur, je ne faisais qu'exister. Et maintenant j'ai tout. Toi, les enfants, un autre en route, un but, de la joie. Comment quelqu'un peut-il avoir autant de chance? Ce n'est pas de la chance, dit Hélène en entrelaçant ses doigts avec les siens. C'est du mérite. Tu es un homme bon, Raphaël. Tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin qu'on te rappelle qu'un homme bon mérite aussi de bonnes choses.
Il embrassa sa tempe. Tu me l'as rappelé. Tous les jours tu me le rappelles. Madame Marthe apparut à la porte, appelant pour le dîner. La famille entra ensemble, les enfants bavardant sur leur journée, Raphaël posant des questions, Hélène riant des histoires abracadabrantes. La table, qui pendant des années était restée dans un silence pesant, débordait maintenant de conversations, de rires, d'amour. Après que les enfants furent mis au lit, les histoires lues et les prières récitées, Raphaël et Hélène retournèrent sous le porche. C'était leur rituel, un moment de paix à la fin de la journée où ils pouvaient simplement être ensemble. « Regrettes-tu » demanda soudain Hélène. « Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as souffert? Si tu pouvais revenir en arrière et changer, changerais-tu » Raphaël réfléchit un long moment avant de répondre. « La douleur de perdre Isabelle ne disparaîtra jamais complètement, dit-il honnêtement. Elle a fait partie de moi, a façonné qui je suis. Mais regretter? Non. Parce que si les choses avaient été différentes, peut-être que tu ne serais jamais arrivé ici. Peut-être que je n'aurais jamais appris qu'un cœur peut aimer plus d'une fois, de manière différente, toute vraie. » Il la regarda, les yeux brillants à la douce lumière de la lampe. « J'ai appris que la force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. J'ai appris que l'amour n'est pas limité, ne s'épuise pas en étant donné à une personne. J'ai appris que la vie continue et qu'on honore ceux qu'on a perdus en vivant pleinement, pas en mourant avec eux. Et c'est toi qui m'as appris tout ça, petite. Toi et ton cœur têtu, qui n'acceptait pas non comme réponse. » Hélène appuya sa tête sur son épaule. « Nous étions deux personnes brisées qui se sont rencontrées au bon moment, dit-elle doucement. Tu m'as donné une maison quand je n'en avais pas. Tu m'as donné un but quand j'étais perdu. Tu m'as donné de l'amour quand je pensais que je ne serais jamais aimé. On s'est réparé l'un l'autre, morceau par morceau. Et on continuera à se réparer, ajouta Raphaël. Parce que le véritable amour, c'est ça. Ce n'est pas la perfection, c'est l'engagement, c'est choisir chaque jour de rester, de lutter, de grandir ensemble. C'est être la force quand l'autre est faible, le port quand l'autre est perdu, la lumière quand l'autre est dans l'obscurité. » Les années suivantes ne firent que confirmer ces mots. Le domaine des Hautes-Rives prospéra, non seulement matériellement, mais en esprit. Il devint un lieu où les gens savaient qu'ils pouvaient chercher de l'aide, où la justice était plus qu'un joli mot. Raphaël ne cessa jamais d'être le protecteur de la communauté, mais maintenant il le faisait avec la sagesse qui vient de la maturité, avec un équilibre entre courage et prudence. Les enfants grandirent forts et sains. Michel hérita du sens de la justice de son père. Il défendait toujours les plus petits à l'école. Claire avait la gentillesse infinie de sa mère, soignait les animaux blessés, partageait ses jouets sans sourciller. Et quand le troisième fils naquit, un autre garçon qu'ils appelèrent Thomas en hommage au prêtre, il compléta la famille à la perfection. Hélène ne retourna jamais à Bordeaux, n'en ressentit jamais le besoin. La vie qu'elle avait construite à la campagne, aux côtés de l'homme qu'elle aimait, valait plus que tout le confort de la ville. Elle continua à apprendre aux femmes à lire, élargit les cours pour inclure les mathématiques de base et la gestion domestique. Elle devint une figure respectée dans la communauté, recherchée pour ses conseils, admirée pour sa force tranquille. Et Raphaël, l'homme qui avait juré de ne plus jamais aimer, qui avait construit des murs si hauts autour de son cœur, apprit que le plus grand courage n'est pas d'affronter des hommes de main ou de défier des barons. Le plus grand courage est de permettre d'être aimé, d'ouvrir son cœur même avec la peur, d'avoir confiance que cette fois, peut-être, le bonheur durera. 20 ans après le jour où Hélène était arrivée avec sa valise usée et son cœur en miettes, elle était de nouveau sous le porche. Elle avait 42 ans maintenant, quelques cheveux blancs, des lignes autour des yeux qui parlaient d'années de sourire. Raphaël, à 53 ans, avait les cheveux presque tous gris, le corps encore fort mais marqué par des décennies de travail dur. Les enfants étaient grands. Michel, à 26 ans, gérait une partie du domaine et était fiancé à une fille de la ville voisine.
Claire, à 24 ans, était institutrice à l'école locale, continuant le travail de sa mère d'éduquer la communauté. Thomas, à 20 ans, étudiait l'agronomie, voulait moderniser les techniques de culture. Le domaine s'était agrandi, incluant maintenant des terres qui avaient appartenu au baron de Montfort, mort 5 ans plus tôt sans héritier et avec tant de dettes que tout avait été vendu aux enchères. Raphaël en avait acheté une partie, divisé une autre partie entre les fermiers qui avaient été menacés des décennies plus tôt. Justice poétique, avait-il dit à l'époque. Madame Marthe était partie 3 ans plus tôt, s'était endormie en paix à 87 ans, entourée de tous ceux qu'elle aimait. Elle avait laissé un vide qui ne fut jamais complètement comblé, mais aussi un héritage de bonté qui continuait à vivre en tous ceux qu'elle avait touchés. « Tu es calme », observa Raphaël en s'asseyant à côté d'Hélène. « À quoi penses-tu » Elle sourit. « Je pensais à comme la vie est étrange. À comment la pire chose qui m'est arrivée, tout perdre, devoir quitter Bordeaux, a fini par être la meilleure chose. Parce que ça m'a amené ici, ça m'a amené à toi. » Raphaël prit sa main, aussi naturel maintenant que de respirer. « Crois-tu au destin » demanda-t-il. Hélène secoua la tête. « Je crois au choix. Tu as choisi de ne pas abandonner quand tu as perdu Isabelle. Tu as choisi de continuer à lutter, à protéger, à vivre. J'ai choisi d'accepter ton offre de travail, même avec la peur. J'ai choisi de rester même quand c'est devenu difficile. J'ai choisi de t'aimer même sans garantie. Et tu as choisi de m'aimer en retour. C'était des choix, pas le destin. » Raphaël sourit. Ce sourire qui faisait encore accélérer son cœur après toutes ces années. « Alors j'ai bien choisi. » Elle rit. « Nous avons bien choisi. » Le soleil se couchait peignant le ciel d'orange et de rose. De la maison venaient des bruits de dîner en préparation, de petits enfants jouant. Michel avait déjà 2 petits. La vie continuait, cercle éternel de générations, d'amour passant de l'un à l'autre. Et là, sous ce porche, où tant de conversations avaient eu lieu, tant de projets avaient été faits, tant de peurs avaient été vaincues, 2 cœurs qui avaient appris à battre ensemble se reposaient en paix. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était la continuation, c'était un héritage, c'était la preuve que le véritable amour ne fait pas que survivre. Il prospère, se multiplie, transforme tout ce qu'il touche. Hélène Mercier et Raphaël Delmas avaient construit plus qu'un domaine prospère ou une grande famille. Ils avaient construit l'exemple qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'un cœur brisé peut aimer de nouveau, que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Que parfois, les meilleures histoires d'amour commencent dans les endroits les plus improbables, entre les personnes les plus improbables, et durent pour toujours, non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont vraies. Et quand, bien des années plus tard, leurs arrière-petits-enfants demandaient comment avait commencé l'histoire de leurs arrière-grands-parents, la réponse était toujours la même. Elle a commencé quand elle est arrivée sans rien et qu'il était perdu en tout. Et ensemble, ils ont trouvé ce qui compte vraiment. Ils se sont trouvés l'un l'autre. Ils ont trouvé un foyer. Ils ont trouvé un amour qui traverse le temps, la douleur, la peur et tout le reste. Un amour qui est, au final, la seule chose qui reste vraiment. Et celle-ci est la plus belle histoire d'amour entre un fermier veuf et la jeune fille qui a appris à son cœur à vivre de nouveau.